Bonjour, je suis Cyril Restier, dirigeant fondateur de Centaure Investissement. Nous sommes confinés depuis 26 jours. Mars 2020 restera dans les annales car il aura été le mois le plus volatile de l'histoire des marchés financiers. Non pas à cause d'une crise financière comme en 2008, qui n'est absolument pas comparable, mais en raison de la paralysie liée au confinement quasiment mondial que nous connaissons aujourd'hui. Nous vivons un moment d'histoire car c'est du jamais vu à cette échelle. La chute brutale des marchés financiers, sans épargner la moindre classe d'actifs, pas même l'or, valeur refuge par excellence, est également historique. Imaginez, le 12 mars 2020 est aussi une date historique car elle est rentrée dans l'histoire des marchés financiers. Pourquoi? Parce que c'est la journée qui a connu la plus forte baisse du CAC 40 depuis sa création, moins 12,28% sur la journée. Et comme souvent, cette baisse n'était pas du tout rationnelle et très exagérée. La réaction des gouvernements et des banques centrales a été historique également, contrairement à 2008 encore une fois, où il avait fallu plusieurs années pour prendre des mesures efficaces. Cette fois-ci, les banques centrales, qui ont tout pouvoir, et les gouvernements, sont intervenus extrêmement vite en libérant du crédit et en laissant de côté les limites de la dépense publique. À ce titre, l'injection de liquidités à l'échelon mondial se chiffre en milliers de milliards. On parle aujourd'hui de plus de 2000 milliards pour l'Europe et même un petit peu plus pour les États-Unis. La question sera demain, qui va payer? Essayons d'imaginer ce qui peut se passer. Les banques centrales détiennent la dette des États qui contrôlent les banques centrales. Et la dette concerne le monde entier. Alors, pourquoi ne pas envisager un reset sur la dette mondiale générée par la crise liée au coronavirus? Un effacement global de cette dette. On commence à en parler ou à en entendre parler. L'autre grande question est quel scénario de sortie de crise? Le premier serait celui dans lequel rien ne repart. Le plongeon de l'économie, l'endettement massif, l'injection de liquidités, puis rien. On ne se relève pas. Bon. Ne faisons pas de catastrophisme, ce scénario n'est pas vraiment envisageable. Le temps donne toujours raison au marché financier, ne l'oublions pas. On nous parle également d'une reprise en V. Le plongeon brutal avec une forte baisse du PIB de plus de 10%, puis une fin de crise sanitaire avant l'été à laquelle s'enchaîne un redémarrage immédiat avec un rattrapage économique à la clé grâce aux mesures prises par les gouvernements et les banques centrales. Peu probable, car la sortie de crise sanitaire se fera probablement progressivement. On ne sort pas aussi vite d'une crise économique aussi violente. Alors pourquoi pas un scénario proposant, avant une reprise progressive de l'économie, une période de remise en route relativement lente, dont l'édifice se construirait pierre après pierre, pour un retour à la normale en 2021, après pourquoi pas un rallye de fin d'année en décembre 2019. La plupart des spécialistes s'accordent sur ce scénario, mais on sait que le consensus a généralement tort. Enfin, quand l'économie s'affole et baisse de façon irrationnelle, on peut imaginer un scénario de rebond tout aussi irrationnel. C'est-à-dire, une fois le pic de la pandémie passé aux États-Unis, qui sont un marqueur essentiel, un rebond très proche des marchés, un rebond très irrationnel également, laisserait doucement la rationalité reprendre ses droits. On devine que le retour à la normale donc sera progressif, probablement pas assez rapide pour les marchés. On découvrirait également dans un deuxième temps les victimes de la crise, particulièrement dans le tourisme, la restauration, le commerce, l'aérien, la banque ou même le cinéma, et j'en passe. Cela donnerait probablement lieu à une rechute des marchés. L'économie comptera à ce moment-là ses victimes et on dira comme en 2008, plus jamais ça. Mais comme à chaque fois, tout finirait par repartir encore plus fortement vers de nouveaux horizons. C'est là le scénario qui nous semble le plus réaliste, un scénario dit en W, mais on pourra en reparler dans quelques mois et on saura. Mais ce ne sont là que des scénarios, car nul ne sait aujourd'hui quand est-ce qu'on sortira de cette crise sanitaire, ni quand est-ce qu'on sera déconfiné. Et plus on tarde, plus on a de chances d'éradiquer la pandémie, et plus on met en péril l'économie mondiale. Quelques questions des internautes qui suivent ces vidéos. Est-ce que les banques peuvent faire faillite? C'est une question qui est revenue très souvent. Alors la réponse est vraisemblablement non, car les banques sont sous la tutelle des banques centrales en raison des liquidités qui sont injectées dans l'économie depuis 2009.
C'est probablement l'une des raisons qui fait que les banques ont autant d'évalués en bourse. Elles n'intéressent plus les investisseurs. Et si aujourd'hui elles sont capables d'accompagner les entreprises pour traverser cette crise, c'est simplement parce qu'elles bénéficient de liquidités gratuites de la part de la BCE et que la BPI garantit pratiquement 100% des prêts pour des entreprises qui sont quand même en bonne santé. Facilité contre l'absence de dividendes, accélération du changement de modèle. N'oublions pas que l'économie a été arrêtée volontairement. Par exemple, il est logique que le chômage augmente si on propose aux entreprises la solution alternative de chômage partiel. Il en sera de nouveau, les chiffres évolueront de nouveau dans le bon sens dès qu'on sortira de la crise par l'éradication du chômage partiel. Est-ce que les choses se tendent pour l'immobilier? Bien vraisemblablement oui. Le paysage de l'immobilier commercial ou d'entreprise est en mutation depuis plusieurs années. Internet fait son œuvre. Des défauts sont à envisager en raison de la crise que nous vivons, tant sur l'immobilier commercial que sur l'immobilier d'entreprise, probablement moins sur l'immobilier résidentiel. Les détenteurs qui n'auront pas la trésorerie suffisante pour faire face ne survivront probablement pas, qu'il s'agisse d'institutionnels, de SCPI, d'entreprises ou de particuliers. Quelle est la meilleure stratégie pour l'épargne et les placements? L'assurance vie reste notre favori, ne pas paniquer, faire le dos rond et attendre de voir ce qu'il va se passer aux États-Unis. C'est le marqueur en fait de l'économie. Il va y avoir des opportunités à saisir sur les fonds actions sains, c'est-à-dire composés d'entreprises non liées au tourisme, à l'aérien, aux banques, etc. et bénéficiant d'un bilan démontrant qu'elles sont capables de traverser la crise et de bénéficier de ce fameux effet de rattrapage. Quelques fonds flexibles également qui auront bien résisté, des obligations corporate à échéance qui ont énormément dévalué à condition que le risque de défaut soit très faible à l'intérieur par les entreprises qui ont émis ces obligations. C'est également probablement le moment de penser aux fonds structurés. Sur des entreprises qui ont fortement dévalué, comme Unibail-Rodamco par exemple, au plus bas depuis 5 ans, avec une couverture à 50% de baisse pour sécuriser le support, on peut envisager un rendement de plus de 20% sur 1 ou 2 ans. Nous avons créé ce type de support spécifiquement pour certains clients. N'hésitez pas à nous solliciter si vous voulez un petit peu plus d'informations. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous faire parvenir vos questions qui sont de plus en plus nombreuses. À très bientôt pour une nouvelle vidéo Centaure Investissement. Et n'oubliez pas de consulter nos articles sur www.centaure-investissement.com.